Eh bien Rémi, merci d'être avec moi ce soir pour parler ensemble un petit peu du Bitcoin et des nombreux sujets du coup qui sont liés. Merci Bertrand de me recevoir. Merci Bertrand de me recevoir. On va parler un petit peu de tout et de rien. Ça va être une conversation un petit peu amicale. On se connaît depuis des années. Et je sais que mon point de vue t'es toujours un petit peu intéressé parce que je pense qu'on ne le trouve pas sur Internet. Enfin, je pense qu'il y a différentes personnes qui l'abordent. Mais je pense que le fond de ma pensée est quand même assez unique, quoi. Donc, je t'en prie, vas-y, hein, on va commencer par la première question. Ouais. Et bien écoute, du coup, sans plus attendre, si on commençait par le commencement, pour toi, qu'est-ce que c'est le Bitcoin? C'est une vaste question, mais pour le résumer vraiment de manière très simple, c'est un compte en banque qui n'est pas dans une banque, mais qui est dans la cybosphère, quoi, dans qui est dans les nuages. Et qu'est-ce que ça veut dire, un compte en banque? Ça veut dire qu'en gros, c'est un billet de banque, tout simplement. Euh, et quand on regarde un billet de banque, en fait, la seule chose qui a de la valeur dans un billet de banque, c'est son numéro de série. Et le numéro de série d'un billet de banque, il est unique. Et en fait, un bitcoin, c'est ça. Un bitcoin, c'est un billet de banque avec un numéro, avec la liste de tous les portefeuilles, de tous les numéros des portefeuilles par lesquels il est passé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et donc en fait, c'est très simple. C'est comme une banque, c'est comme un compte en banque, mais dans le cyberspace. Et, et pour sécuriser ça, en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est une méthode de cryptage qui est un peu unique et, et qui en fait est gérée par personne. C'est dans la structure même du code. C'est pas une banque qui va encrypter les données, qui va sécuriser les données. C'est un réseau d'ordinateurs qui est décentralisé, qui est contrôlé par tout le monde et non par personne. Et en fait, ce code, si tu veux, cette cryptographie qu'il y a pour sécuriser le réseau Bitcoin, en fait, toutes les 10 minutes, le mot de passe va être allongé. Donc c'est un mot de passe qui, sans arrêt, toutes les 10 minutes, devient plus compliqué à résoudre. Et c'est ça, en fait, qui est assez unique. C'est donc un code qui est, en théorie, inviolable. Ok, donc ouais, le but, si je comprends bien, c'est de s'affranchir un petit peu, c'est quelque part s'affranchir du réseau bancaire pour passer par un système tout à fait autre et du coup, j'imagine un peu plus pur en termes de que ce soit de pays. Ouais. Une banque au final est quand même souvent tributaire d'un pays, d'une entité, des USA ou d'Europe, etc. Et il y a moins cette connotation potentiellement avec le Bitcoin. Donc tu as raison sur le fond. Je pense qu'il y a une autre caractéristique du Bitcoin, c'est qu'en fait c'est ce qu'on appelle un hard asset. C'est un hard asset. Un hard asset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dette qui est la contrepartie de personne. C'est comme une pièce d'or. C'est-à-dire que c'est un actif qui n'est pas une dette, qui n'est pas nécessairement une dette. Aujourd'hui, quand tu as ton compte en banque avec des euros dessus, en fait, tu as une créance sur ta banque et ta banque a une dette envers toi. Donc, si tu veux, d'un point de vue de la comptabilité, comptabilité en partie double, tu as un actif, mais de l'autre côté, il y a une dette en contrepartie. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que l'argent fonctionne dans notre système. L'argent qui est en circulation, c'est de la dette. C'est de la dette qui, en théorie, n'a pas encore été remboursée. Donc, puisqu'à partir du moment où la dette est remboursée, en fait, tu vas le nominal, une fois que quand tu rembourses un prêt, les euros sont détruits. Les euros sont détruits, il ne reste plus que les intérêts. Donc, soit c'est les intérêts, les euros qu'on a sur nos comptes en banque, soit c'est de la dette qui n'a pas encore été remboursée, et par conséquent, comme c'est une dette, c'est une comptabilité en partie double. L'argent n'est pas vraiment à toi. Tu as simplement une dette sur une banque, une créance sur une banque. Et donc ça change tout, parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est comme une pièce d'or. Et si c'est comme une pièce d'or, ça veut dire qu'en fait, on est revenu à l'âge féodal. C'est un compte en banque féodal euh, et qui par nature est décentralisé. Parce que c'est la banque finalement qui centralise. C'est la banque qui centralise par son système de dette, qui va s'accaparer la valeur, des actifs tangibles, et ensuite qui va décentraliser l'accès en te donnant des créances, des IOU sur la banque, et les gens ensuite s'échangent des IOU et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, et qui est aussi tributaire, enfin,
c'est-à-dire qui aussi a le choix du nombre et de la valeur. Enfin, la valeur est quand même sujette, c'est qu'on a souvent quand même, d'après ce que j'ai compris, des politiques monétaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis, et donc l'impression monétaire, et donc la supply ou le max supply en quelque sorte, on n'en a pas en quelque sorte dans des monnaies fiat. Exactement. Chose que pour le coup, on est censé avoir avec Alors du en Bitcoin. fait, quand tu regardes historiquement, l'or, quand on utilisait des pièces d'or, quand on était sous le standard or, mais c'est-à-dire en fait pendant pratiquement toute l'humanité, on a utilisé de l'or, on a une croissance de l'extraction de l'or, c'est-à-dire on va avoir un supply qui va être à peu près de 2% par an, qui va augmenter de 2% par an. Et c'est comme ça en fait, c'était foutu comme ça sur l'or. Et en fait sur le Bitcoin, dans le code du Bitcoin, on se retrouve sur un supply aujourd'hui en 2024 qui est un petit peu similaire. Alors ce supply ensuite il va être divisé avec le phénomène dont on va peut-être parler tout à l'heure qui s'appelle le halving. Mais tous les 4 ans le supply est divisé. Mais aujourd'hui, au début quand ça a été lancé, on était sur un supply assez élevé. Et puis aujourd'hui en 2024, on a eu le halving le mois dernier. Et du coup, aujourd'hui, on est aux alentours de 2% par an de masse monétaire. Je crois qu'historiquement, on était à quelque chose comme. Enfin, je crois avoir effectivement lu quelque chose qu'au tout début, les premiers bitcoins étaient à, je crois, toutes les 10 minutes, 50 bitcoins étaient créés en quelque sorte. C'est ça. Enfin, la rémunération des personnes sécurisant la blockchain était de 50 bitcoins à se partager ou à avoir seul si on avait trouvé la solution seul en quelque sorte. C'est ça. Et alors, en fait, un autre attribut du Bitcoin, c'est que donc un compte en banque dans le cyberspace qui peut être saisi par personne, c'est du coup quelque chose qui va avoir une croissance de sa masse qui est aux alentours de 2% par an. Mais en fait, ça tend vers un nombre qui est fini, qui est dans le code même du Bitcoin et qui est 21 millions. Alors il y a plusieurs personnes qui se posent la question pourquoi 21 millions? Est-ce que c'est parce que c'est un chiffre qui est particulièrement divisible? Est-ce que c'est une allusion à d'autres choses? Il paraît qu'en fait historiquement, si on mettait tout l'or du monde dans une salle, ça tiendrait sur un cube de 21 mètres de long. Enfin 21 mètres d'arête en fait. Donc en fait tout l'or du monde, ça rentre dans un cube de 21 mètres par 21 mètres par 21 mètres. Et alors, il y a des gens qui ont dit c'est là d'où ça vient les 21 millions, c'est un petit clin d'œil à l'or. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, on ne le saura jamais. Oui, ça pourrait très bien être tout simplement une personne qui avait un horizon de temps assez large en se disant peut-être que sur 100 ans, 150 ans, je ne sais plus combien c'est censé faire effectivement, on va dire les halvings aidant pas. Combien de temps il faudra pour atteindre le maximum de supply et en quelle année ce sera, mais en l'occurrence... En fait, la question ne se pose même pas, parce que comme ça va être divisé à chaque fois, au final, tu vas diviser par 2, tu vas diviser par 2, tu vas diviser par 2. Oui, ça tend vers l'infini. Ça tend vers l'infini, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus diviser. Jusqu'à ce qu'il faille potentiellement trouver une autre rémunération pour ces fameux mecs, les fameux mineurs qui sécurisent le réseau, quoi. Alors, ça, ou alors, à moins que la valeur suive. Enfin, non, en fait, ça va se diviser jusqu'à ce qu'on ne puisse plus diviser. C'était un nombre fini de décimales dans le Bitcoin. Donc, je crois que tu es à 8 ou 10, je ne sais plus exactement, il faudrait confirmer. Mais au bout d'un moment, tu ne pourras plus diviser par 2. Et là, en théorie, ce sera la fin. Mais d'après toutes les statistiques, puisqu'un bloc est miné toutes les 10 minutes, ça va prendre une centaine d'années. Donc ça peut encore tenir une bonne centaine d'années. Ce qui est déjà beaucoup plus long que beaucoup de monnaies fiat. C'est ça. Ancien franc, nouveau franc, euro, déjà, on est sur... Donc ça voilà. a beaucoup bougé. Donc voilà ce que c'est que le Bitcoin. Okay. C'est un compte en banque dans le cyberspace qui est insaisissable, parce qu'en fait, tout le monde peut en ouvrir un. Ça donne accès en fait à un compte en banque à tout le monde. Un compte en banque qui est en hard money, donc qui a un supply limité, donc qui ne va pas se dévaluer. Et la question du coup qui vient naturellement, c'est à quoi ça sert? C'est à quoi ça sert d'avoir ces attributs-là sur un compte en banque et pourquoi est-ce que finalement ça change le monde? Et ben, en fait, il faut comprendre le monde déjà pour savoir pourquoi ça le change. Et pour comprendre le monde, il faut déjà se rendre compte que l'économie mondiale, aujourd'hui, en termes de valeur, en pourcentage, 30% de l'économie mondiale, c'est les USA, en PIB, en part du PIB mondial. 20% c'est la Chine, grosso merdo. Le Japon, tu es aux alentours de 7-8%. L'Allemagne, 4-5. La France, 2. Je crois qu'on est passé à 1,9 cette année. Je crois qu'on est passé sous les 2. L'Angleterre doit être aux alentours de 3. Et l'Inde doit être au niveau de l'Angleterre, doit être un petit peu devant l'Angleterre aujourd'hui. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait 50% de la valeur du monde, c'est Chine et USA.
Donc ça, ça nous permet de comprendre le monde. Ces gens-là, ils ont franchement un bon niveau d'intégration bancaire. Les banques en Chine, elles marchent très bien. Enfin, elles marchent très bien, elles ont beaucoup de dettes, mais les gens peuvent payer avec leur téléphone portable. C'est très développé d'un point de vue bancaire. Les USA aussi. Par contre, le monde, c'est une grosse partie de la population est en Afrique. Et une grosse partie de la population est dans des pays pauvres. Il faut que tu saches que le revenu moyen d'un habitant, aujourd'hui, en termes de PIB de pouvoir d'achat par tête, le monde, en fait, c'est la Thaïlande. C'est-à-dire que tu as 50% des gens qui sont plus riches que le Thaïlandais moyen. Tu as 50% des gens dans le monde qui sont plus pauvres que le Thaïlandais moyen. Donc si un jour tu es parti en vacances à Phuket, ou en Thaïlande, comme oui, tu dans quelle partie du monde t'es? Non, mais tu vois en fait... de quel pays tu viens et la chance que tu as quelque part aussi de voir... Mais ça te permet de réaliser, ça te permet de relativiser sur ce que c'est véritablement le monde. Le monde aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui vit à Paris ou qui vit dans l'Occident, à New York. Le monde, c'est quelqu'un qui a une voiture pour une famille élargie, on va dire une famille avec les grands-parents, il y a une voiture. On se la partage. Souvent, c'est un pick-up agricole qui permet d'aller cultiver les champs la semaine et en même temps d'amener les gosses à l'école dans la benne à l'arrière, le reste. Et c'est ça le monde. Et c'est ce monde-là, tu vois. Et alors, à quoi ça sert? Ça sert à ces gens-là. Ça sert à ces gens-là parce que pour la deuxième partie du monde qui est dans des pays pauvres, faut que tu saches que ces gens-là ne peuvent pas épargner. Ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Nous, ça nous semble simple. Oui, on a un salaire, on épargne. Et puis si on a envie d'épargner pendant 2 ans, et puis dans 2 ans aller acheter une nouvelle voiture, ou d'aller acheter une télé, on prend notre argent qu'on a gagné il y a 2 ans, et on va acheter la télé. Et en fait, c'est pas possible dans le reste du monde. À cause de notion de stabilité de la monnaie, par Exactement. exemple. En fait, les monnaies sont dans les pays pauvres, ce sont des pays qui sont mal gérés, qui n'ont pas de possibilité de lever de la dette, de l'impôt, de manière générale. Il n'y a pas de confiance, il y a de la corruption. Il y a du régime qui peut aussi. Il y a du régime qui dépense n'importe comment. Tu sais, c'est très facile d'imprimer un billet. Les gens n'en parlent jamais, mais imprimer un billet, tu le mets dans un scanner. Tu as des tas de pays d'Afrique qui n'ont pas les mêmes moyens cryptographiques pour vérifier la qualité d'un billet, savoir si c'est un vrai ou un faux. Donc en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui quand ils veulent épargner? Un mec qui est au fin fond de l'Afrique, qui vit dans un village où il y a à peine de l'eau et peut-être un peu d'électricité dans le village, mais les familles n'ont pas tous accès à l'électricité. Ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent épargner dans des devises étrangères stables. Donc si cette famille veut épargner... Oui, c'est dans valeur refuge en fait. Avant, il y avait le dollar, effectivement, et il y a d'autres alternatives. Maintenant, il y avait le dollar, et maintenant, potentiellement, s'ils ont un téléphone, ils peuvent avoir accès au Bitcoin. Les gens aujourd'hui... Alors qui est reconnu plus mondialement que juste sur le côté juste occidental des États-Unis. C'est ça. En fait, les gens aujourd'hui, ils épargnent en dollars, en euros. Ils épargnent dans ou alors dans la devise des pays d'à côté qui sont un peu plus stables. Tu vois, par exemple, peut-être en monnaie du Maroc, en monnaie de... voilà, donc les pays un peu plus stables de la zone, ils vont réussir à trouver des billets et ils vont les acheter au-dessus du prix du marché. Parce qu'avoir 1 euro dans une case en Afrique, au fin fond de l'Afrique, ça n'a pas la même valeur que d'avoir 1 euro chez nous. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont prêts à payer le taux de change plus un premium pour avoir des billets dans leur village en Afrique. Oui, même principe que par exemple quand tu vas par exemple en vacances en Argentine, c'est ça. Ou arriver avec du dollar ou de l'euro sur place. Et plus l'endroit est reculé, d'un centre-ville, plus tu peux te prendre un premium. C'est pour ça que ça vaut le coup quand on va dans les pays pauvres de ramener beaucoup de cash. Et donc ça c'est le numéro 1, c'est pour les gens qui ne peuvent pas épargner. Mais tu as aussi beaucoup de pays où tu as un contrôle d'échange. C'est-à-dire que historiquement, les gouvernements savent que pour être compétitif, il faut baisser la valeur de sa monnaie. Et du coup, les gens, en fait, ils sont obligés de payer des taux de change qui ne sont pas des vrais taux de change de marché. Donc, si tu vas en Algérie, par exemple, aujourd'hui, et que tu vas en vacances en Algérie, et si tu changes tes euros dans la rue, tu as 2 fois le cours officiel. C'est-à-dire que si tu les changes dans une banque en Algérie, quand tu arrives, tu vas avoir 2 fois moins de monnaie locale. Et effectivement, moi ce que j'avais entendu, alors je suis pas sûr de la véracité, mais il faudra checker. Mais moi j'avais aussi vu que par exemple tu es en vacances effectivement en Algérie, tu fais ton change, tu passes tes vacances, quand tu repars, tu rends tout tes... Ouais, alors en théorie... Tu rends ta monnaie locale sur le principe, elle ne sort pas du pays, ouais, quoi, on va dire. Alors mais c'est comme ça dans beaucoup de pays, tu as raison. Et parce qu'en fait, ils ne veulent pas que la devise sorte à l'étranger. C'est moyen de contrôler aussi pour eux la masse monétaire, combien il y a en circulation dans le monde, quoi. Bon voilà, après, tu as toujours des marchés parallèles qui se mettent en place. C'est très difficile pour les gouvernements de tout contrôler.
Donc, alors, le Bitcoin, ça s'adresse à ces gens-là. Ça s'adresse à des gens qui ne sont pas dans l'inclusion financière, c'est dans des régimes politiques où les gouvernements veulent tout contrôler, où les devises sont mal gérées. Et du coup, c'est une libération. Ça permet à des gens qui sont au fin fond d'une case en Afrique, qui aujourd'hui n'ont pas forcément Internet, mais ils ont des réseaux, mobiles. Avec les réseaux mobiles, ils tu ont des peux envoyer, téléphones, ils ont des applications, tu peux envoyer ils des ont des textos. brokers. Enfin, C'est ça. Donc tu peux commencer à communiquer comme ça. Et à terme, il y aura Internet par satellite. Et à terme, si tu veux, ces gens-là vont avoir les mêmes chances que nous, en Occident, d'avoir des devises stables et des devises bien gérées, quoi. Et puis en plus, ça évite les vols. C'est-à-dire que si tu as des pièces d'or chez toi, imaginons que les gens épargnent dans des pièces d'or, bah, tu peux toujours te les faire braquer, te les faire voler. Avec les bitcoins, bah, tu peux aussi te les faire braquer, te les faire voler, mais en théorie, tu peux les cacher, tu as juste à oublier le mot de passe, et ça disparaît, quoi. oui, non, bah bon, le concept de quelqu'un qui vient chez toi et on va dire te force à donner ta seed phrase, etc. Ouais. Il reste existant, mais comme tout, après le risque zéro n'existe pas pour rien du tout. Hein, mais non, mais effectivement, c'est toujours bien plus sécurisé que laisser ça, que laisser ton argent dans une banque locale dans laquelle tu n'as pas confiance, qui elle-même est gérée par un gouvernement dans lequel tu n'as pas confiance. C'est ça. Tu as vraiment une notion de, je pense, de peur chez les habitants et d'envie aussi de suivre, parce que plus effectivement les pays occidentaux se développent, et plus les pays, en quelque sorte, j'allais dire tiers-monde, c'est pas vraiment le mot que je voudrais employer, mais les pays qui sont plus le retard et l'écart entre les pays riches et les pays pauvres se creusent au fur et à mesure. Mais le monde est en train de changer à une vitesse grand V, et demain, il y aura Internet par satellite. C'est-à-dire que les pays n'auront plus besoin d'avoir les infrastructures pour développer les réseaux Internet. Ça veut dire que les populations en Afrique qui sont aujourd'hui dans des cases, qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, demain auront accès à la même connaissance que les gens qui ont fait des grandes écoles en France. Et ils auront les mêmes moyens d'épargne que nous. Et ils auront les mêmes moyens de créer des business que nous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Alors aujourd'hui, on en est au balbutiement. Il ne faut pas oublier que le Bitcoin a été créé en 2008. Il a quoi? Il a 10, il a 15 ans. Il a 15 ans. C'est pas beaucoup 15 ans. Et Internet a été créé dans les années 90. Enfin, a commencé à se démocratiser dans les pays riches dans les années 90, a vraiment été populaire. Enfin, dans les années 2000, a vraiment est rentré dans les foyers. Non, mais là clairement, on voit en plus qu'il y a une Ça réelle va accélération ça va en termes de connaissance du Bitcoin des gens dans le monde. Mm. Ne serait-ce que pour. Enfin, je sais pas actuellement combien il y a de portefeuilles Bitcoin ou une estimation dans le monde, mais entre, j'ai envie de dire, la dernière période un petit peu faste, là, le dernier bull run, on va dire 2021, 2022, et maintenant, le nombre de portefeuilles n'a jamais été aussi grand, quoi. Donc on est vraiment sur une exponentielle en termes de. Et on va en parler après dans les modèles qui existent pour valoriser le Bitcoin. C'est intéressant, hein, c'est vachement intéressant. Mais on se rend compte justement de cet effet réseau exponentiel. Mais donc le premier point, c'est à quoi ça sert? Ça sert à des gens qui ne sont pas les Français, qui ne sont pas les Américains. Donc quand on pose la question, ça ne sert à rien le Bitcoin, ils ont raison les gens. À nous, ça ne nous sert à rien. Parce que nous, on a déjà accès à ces produits-là. On a déjà accès à l'épargne. On a déjà accès à tout ça. Donc nous, ça ne nous sert à rien si ce n'est quelque chose de spéculatif. C'est simplement quelque chose de spéculatif pour nous. Moi, En gros, ça va pas vraiment à nous titre changer personnel, la je le vois aussi comme quelque chose, comme étant vraiment une protection de la valeur contre l'inflation. Exactement. Mais avec Contre une notion l'État. de cycle, effectivement, contre l'État ou contre l'État. Alors, par exemple, pour un t'es en risque Afrique. de guerre, par exemple, T'es en ou des Afrique. choses comme ça. Ton champ, il t'appartient. Mais tu crois vraiment que les notaires en Afrique, ils sont aussi safe que chez nous? Tu crois que le droit de propriété est aussi, je veux dire, c'est pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un mec au niveau du gouvernement qui change le nom sur le papier, qui dit que c'est toi qui possèdes le champ et que c'est pas monsieur quelqu'un d'autre, si tu veux. Mhm. Il suffit de corrompre un fonctionnaire, si tu veux, et de lui filer un billet, et le nom du propriétaire du champ, il change. Non, mais il y a Donc, effectivement, dans tous les cas des vrais problèmes. C'est aussi, dans les pays où il y a de la corruption, c'est une arme anti-corruption en fait. C'est une arme anti-corruption. Puis surtout avec une notion de traçabilité, tout simplement. Du fait ça. que ton portefeuille, globalement, on ne peut pas te le prendre, mais on peut savoir ce qu'il y a dessus. Alors après, à quoi ça sert d'autre? La question, c'est à quoi ça sert d'autre? En fait, quand on commence à regarder, c'est ça, c'est le Bitcoin, c'est le rêve de Milton Friedman. Milton Friedman, il disait quoi? Il disait l'inflation est toujours un phénomène monétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une perte de confiance dans la monnaie, quand les prix montent, grosso modo, ça veut dire qu'il n'y a pas confiance dans la monnaie. S'il n'y a pas confiance dans la monnaie, ça veut dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du banquier central. Donc Milton Friedman, il disait quoi? Il dit les banquiers centrales, on les fout tous en prison,
On programme un ordinateur qui fait augmenter la masse monétaire de 2% par an. On prend la clé, on verrouille le truc, on balance la clé dans l'océan. Du coup, pour ceux qui ne voient pas, qui est Milton Friedman Milton déjà On va Friedman. quand même passer sur un truc, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas fait de l'économie, Ouais, c'est même vrai. moi, je ne suis pas très, très capé à ce niveau-là. Et c'est Alors, Milton Friedman, c'est un économiste. C'est un économiste de l'école de Chicago qui a beaucoup travaillé sur justement le rôle de l'État. Et c'est un économiste qu'on appelle libéral. Donc, c'est un des fondateurs du courant libéral néoclassique, je crois. Enfin, excusez, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, qui disait que l'État est un véritable poison. Et il a raison. Et alors, c'est le rêve de Milton Friedman. Et on postera la vidéo d'ailleurs en annexe, où on voit Milton Friedman qui fait un discours et qui dit, ça existe, on est dans les années 2000, et il dit, un jour viendra où on pourra faire du cash en ligne, et ça viendra très rapidement. Et en fait, il annonce l'arrivée du Bitcoin. Alors, il ne sait même pas ce que c'est il ne sait pas encore ce que c'est qu'un Bitcoin. Il annonce, si tu veux. Oui, 2000, on est en pleine bulle Internet. Mais je crois même que c'était avant, je crois que c'était dans les années 98-2000, dans ces années-là. Dans tous les cas, on vous mettra on mettra va une mettre petite la page vidéo, Wikipédia aussi en commentaire. C'était son rêve, il dirait ça. C'était son rêve. Et en fait, c'est vachement intéressant de voir que c'est le rêve finalement de tous les riches aussi. C'est le rêve de tous les businessmen. Avoir une monnaie dans laquelle il n'y a pas d'inflation. Si tu n'as pas d'inflation, ça veut dire que ton fric ne perd pas de valeur. Oui, non mais la hantise de toutes les personnes qui font effectivement du business ou qui gagnent de l'argent, c'est de se dire, à l'instant T, j'ai fait 100 cette année, je me suis donné pour ça, est-ce que ça vaudra encore? Est-ce qu'avec ces 100, je pourrais toujours acheter la même chose l'année d'après? L'inflation, personne ne comprend ce que ça veut dire, mais l'inflation... C'est des mesures qui sont... Mais c'est pas des mesures, mais c'est qu'en fait... L'inflation, c'est chaque personne qui le ressent pour moi. Ça n'existe pas en fait. Inflation, ça veut dire to inflate. C'est ça que ça... En fait, la seule mesure d'inflation qu'on a, qui ne peut être discutée par personne, c'est pas l'augmentation des prix des pauvres, parce que ce qu'on appelle le panier, le CPI, oui. Ça c'est l'inflation des pauvres. Les riches, ils achètent des actions, ils achètent des maisons de luxe à 20 millions, ils achètent des frais de scolarité dans des écoles de Bourges, ils vont au ski à Courchevel, ils achètent des œuvres d'art. Tous ces trucs-là, ça prend 15 à 20% par an. Donc les taux d'inflation ne sont pas du tout les mêmes. Donc en fait l'inflation ça va. Et pour moi la véritable, et pour beaucoup de monde en fait, et pour Milton Friedman je pense qu'il était à peu près sur les mêmes idées, enfin j'imagine, c'est qu'en fait la seule inflation dont on est sûr et qu'on peut mesurer, c'est l'augmentation de la masse monétaire. C'est to inflate the monetary base. Et en fait c'est ça. Et quand tu as la masse monétaire qui augmente de 15% par an, bah t'es niqué. T'es niqué, si ton salaire il augmente de 4, t'es niqué. Tu peux rien faire. Si ton entreprise elle génère des profits de 4% par an sur tes ventes, et que ça augmente, on va dire, de moins de 15% par an tous les ans, t'es baisé. T'es en effet de ciseau. Tu perds de la valeur. Oui, t'as l'impression d'avoir créé, alors qu'en fait au final... Donc c'est une arme, en fait, c'est une arme dans son design, parce que c'est une hard money. C'est une money pour laquelle il faut travailler d'abord pour l'accumuler, et ensuite tu peux la dépenser. À l'inverse d'une monnaie dette, une monnaie pour laquelle tu vas emprunter pour acheter une maison et tu vas travailler après pour la rembourser. Je vois. Tu vois? Donc c'est ça la grosse différence. C'est que tu as une monnaie, tu dois travailler d'abord pour l'extraire du sol et ensuite tu l'as comme une pièce d'or, comme un bitcoin. Il faut aller miner du bitcoin pour l'avoir. Et de l'autre côté, tu as l'argent dette. C'est ces deux modèles en fait qui se font face. Et on passe d'un monde aujourd'hui qui est basé sur l'argent dette. Et qui a été finalement aussi, faut en parler, à la création du Bitcoin. Parce qu'en fait, quand on regarde dans le Genesis block, donc le premier bloc qui a été validé, qui a été validé, qui a été créé par en fait, Satoshi Nakamoto, il y a dans ce premier bloc une référence à un article du Times que j'ai noté. Alors, on pourra vous mettre l'article avec la photo en fait, du journal de ce jour-là. Dans tous les cas, on documentera un minimum et effectivement dans la description de la vidéo, donc c'était les différents liens utiles des personnes importantes qu'on a citées, on vous mettra tout ça pour info. C'était le 3 janvier 2009 et le titre de l'article c'était, donc on est en pleine crise des subprimes, Chancellor on brink of second bailout for banks. Donc le chancelier est sur le point de faire le deuxième bailout des banques. Donc on était à cette... Moi, vous vous rappelez certainement, si vous avez vécu la crise de 2008,
tous les jours, il y avait les banques centrales qui prenaient le téléphone et qui faisaient une conférence de presse et qui disaient nous, on va mettre tant de milliards. Oui, la France met tant de milliards sur la table pour sécuriser le système bancaire. L'Allemagne met encore plus. Les États-Unis, il y avait une surenchère. Oui, non, mais c'était ça, il y avait une notion de peur, en fait, de failure du système monde était financier sur le point général, avec une banque, deux banques, trois banques qui étaient un petit peu sur la sellette, parce que bon, enfin bon, on va pas, on a quand même, il y a quand même plusieurs films maintenant sur les subprimes, on vous renvoie un petit peu vers eux si vous voulez comprendre basiquement comment on va dire un grand n'importe quoi et une volonté de profit peuvent conduire Donc à... c'est ça. Et la crise des subprimes, elle a commencé comment? Elle a commencé avec une mauvaise allocation du capital. Parce qu'en fait, quand tu mets les taux d'intérêt trop bas, ce qui était le cas en fait dans les années pré-subprime, jusque dans les années 2003, en fait, il y a eu les taux qui étaient mis très très bas. Ça a remonté ensuite dans les années 2006 et ça a fait tout péter en 2008. Et en fait, tu as une mauvaise allocation du capital. Les banquiers se sont mis à jouer avec de l'argent, à prendre des positions très spéculatives. Ils ont fait des paris, ils ont titrisé les risques, ils ont essayé de les diluer et ça s'est retrouvé de partout. Donc les banquiers ont fait n'importe quoi. Un troisième aspect dont on peut parler sur l'utilité du Bitcoin, après avoir parlé de l'impact pour les pays pauvres, pour les économistes, pour régler, si tu veux, des problèmes qui étaient intrinsèques au capitalisme. Le troisième truc, c'est tout simplement pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est sur un monde dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a 50% de l'économie mondiale qui est sur la paire Chine-USA. C'est les deux premières économies mondiales. Et ces deux premières économies mondiales fonctionnent ensemble. Et le deal qui existe depuis les années 70, c'est nous, on autorise à faire du business avec vous. C'est-à-dire que les Américains autorisent les Chinois à faire du business avec eux. Mais par contre, il y a une contrepartie. C'est pas gratuit, c'est pas par générosité qu'ils font du business avec les Chinois. C'est la contrepartie, c'est que vous devez accepter qu'on vous paye en dollars. C'est-à-dire, vous devez accepter d'être payé en monnaie de singe, que nous, on imprime. Mais du coup, vous allez avoir des usines, vous allez développer votre économie parce que vous allez avoir des travailleurs, vous allez pouvoir exporter. Et en exportant, vous allez développer votre niveau de vie. Et donc c'est gagnant, les Chinois se retrouvent avec un pays qui était très pauvre, qui demandait une seule chose, c'était d'avoir à bouffer. Et les Américains sont, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les maîtres du monde, ils ont toutes les réserves d'or. Ils sont englués dans cette guerre du Vietnam, dans les années 70, dont ils ne peuvent pas sortir. Il y a le communisme, ils commencent à faire la guerre un petit peu de partout pour lutter contre le communisme. Ça coûte une fortune. Et pour faire tourner la planche à billets, l'économie de guerre, eh ben, ils se disent, voilà, il faut qu'on puisse nous prêter de l'argent. Il faut qu'on puisse emprunter, pas cher. Et c'est les Chinois qui ont été les emprunteurs. Donc on achète des merdes chinoises, on les paye en monnaie de singe, et la contrepartie, c'est que la Chine doit financer l'armée américaine, financer le déficit du gouvernement américain. Et le déficit du gouvernement américain, c'est l'armée américaine, c'est tout, à cette époque-là. C'est acheter des porte-avions. J'ai pas trop de mal à voir que Et le deal d'ailleurs est celui-là. Le deal est le suivant, c'est que on vous autorise à vous enrichir, mais la contrepartie, c'est qu'on se fait une armée pour nous être les gendarmes du monde, et puis pour pouvoir vous casser la gueule le jour où vous voulez arrêter de financer notre déficit. Donc c'est le deal qui a été fait par les États-Unis à l'époque avec les Chinois. C'est un deal que les Chinois ont adoré. Hein. Ils sont devenus un des pays les plus pauvres, un des pays les plus riches à ce moment-là. Et du coup, c'est un deal gagnant-gagnant. Alors pourquoi aujourd'hui ça peut prévenir la Troisième Guerre mondiale? En fait, ça peut prévenir la Troisième Guerre mondiale parce que aujourd'hui, les Chinois, depuis justement la crise de 2008, font ce qu'on appelle les routes de la soie. Et les routes de la soie, c'est quoi? C'est tout simplement, à la fin du mois, quand ils ont gagné de l'argent, les Chinois, au lieu d'acheter des obligations américaines, ils se disent on va continuer à en acheter un tout petit peu, mais on va allouer l'argent qui nous reste pour financer des grands projets d'investissement dans notre monnaie à nous. Et donc là, les Américains, ils n'aiment pas ça. Les routes de la soie, ça veut dire que les Chinois se retrouvent avec des surplus en yuan qui vont investir à l'extérieur dans des pays émergents. Alors essentiellement pour aller chercher des matières premières au bout du monde, notamment en Afrique. Oui, ça je... Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de garder toute la partie transformation chez eux. Ça permet d'avoir les matières pour leur développement. Oui, tu échanges interne. moi, dans ma tête, on était vraiment sur l'idée des Indiens, quoi.
C'était vraiment le côté j'arrive avec des choses brillantes, Ouais. en l'occurrence les produits et C'est ça. j'ai envie de dire vraiment de basse qualité, fabriqués effectivement en local en Chine. J'arrive avec du coup, regardez, j'ai un panier avec plein de belles choses. Et je vous les donne. En revanche, moi, il n'y a qu'un seul truc, je vais créer justement tout ça, je vais vous apporter les choses dans votre économie. Moi, tout ce que je demande, c'est avoir accès effectivement à vos ressources naturelles, Alors s'il y a des ça, ressources c'est naturelles, toujours fait. ou autre chose. Ça, c'est toujours fait par plein d'États différents, effectivement. La France en premier a fait aussi Ouais, ce bien sûr. type de... C'est la mentalité colonialiste. Mais tout à C'est fait. ce que fait le consensus de Washington, c'est ce que fait l'Agence française de développement, c'est ce que font tous les... c'est l'impérialisme monétaire. Donc on va prêter de l'argent à des gens en mettant leurs ressources naturelles stratégiques en garantie. Et s'ils n'arrivent pas à rembourser, on leur pique leurs ressources stratégiques. Et du coup, c'est très dangereux parce qu'en fait, ce que font les Chinois, c'est ce que faisaient les Américains. Les Américains faisaient ça. En fait, les Chinois aujourd'hui veulent internationaliser leur monnaie. Les routes de la soie, c'est ça. Ça veut dire que des pays étrangers, des pays plus pauvres souvent, vont s'endetter en yuan. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, ça Parce que vient. du coup, ils ont plus confiance en l'économie chinoise qu'en l'économie américaine. Bah, en c'est fait, juste que la Chine est ça beaucoup envoie plus un présente signal. quand les États-Unis Ça envoie un signal s'intéressent aux à eux. investisseurs. Ça envoie un signal aux investisseurs que la Chine a une monnaie solide parce qu'il y a des gens qui s'endettent en monnaie chinoise, donc qui vont devoir Oui, ça donne rembourser sur 30 une ans. crédibilité C'est ça. à ta monnaie. Ça donne une Effectivement. crédibilité à ta monnaie. Plus tu as des crédits qui sont émis dans ta monnaie, et plus tu as une monnaie qui est crédible. Et, Ok. et c'est ce que font aujourd'hui les Chinois avec les routes de la soie. Et les Américains n'aiment pas ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les Chinois aujourd'hui montent une armée. Les Chinois veulent arrêter de faire du business avec les Américains. Et les Chinois qui ont été les grands gagnants de la mondialisation, les Chinois, je parle de la classe moyenne chinoise, alors que nous, de la croissance, bénéficient les extrêmes riches, ceux qui sont extrêmement riches, ceux qui possèdent des actions, des obligations. Alors, Voilà, soit 4% de la population française. Si vous avez un doute, donc, ce que je comprends pas, moi, c'est la position de la Chine. Parce que la Chine dit aujourd'hui, on est les grands gagnants, on est en train de gagner la partie, notre classe moyenne est la grande gagnante, et bien on va changer les règles. Normalement, on ne change pas les règles quand on est les grands gagnants. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi. Donc soit les Chinois, si tu veux, veulent devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire ils veulent avoir non pas une classe moyenne forte, mais avoir un État fort. Parce qu'aujourd'hui, dans le système aujourd'hui, c'est qu'on a une classe moyenne américaine qui s'appauvrit, mais on a un État américain qui lui s'enrichit. Ouais. Voilà. Et l'État américain qui s'enrichit, grâce aux porte-avions qui sont achetés grâce au financement chinois, si tu veux, ça ne bénéficie pas la classe moyenne américaine. Et c'est ça le gros sujet. Le gros sujet, c'est que les Chinois sont en train de prendre une direction que je ne comprends pas, moi. Et aujourd'hui, ils veulent devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire qu'ils veulent se construire une armée, ils veulent sortir de ce deal win-win, et ils veulent... win-win, mais avec quand même une propension qui a été quand même celle des États-Unis. Non, c'était la classe moyenne chinoise qui était la grande gagnante, c'est pas la classe... Non, mais c'était une question d'ego aussi, tout Eh ben, simplement. moi, je pense que c'est uniquement tout à fait une question d'ego. Hein. Imaginons que ce soit une question d'ego. Les Chinois vont vouloir s'armer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en infériorité, ils vont vouloir annexer Taïwan et s'armer. Parce que le seul moyen de se protéger militairement, c'est d'annexer Taïwan pour les Chinois. C'est un endroit vachement stratégique pour leur défense. Donc ça veut dire qu'ils vont vouloir annexer Taïwan, donc ils font une grosse flotte maritime, parce qu'ils veulent contrôler les mers maintenant. Maintenant qu'ils font la route de la soie, c'est des ports, donc il faut contrôler les mers. Donc ils font des bateaux. La première flotte, c'est la flotte américaine, mais aujourd'hui, en termes de nombre de bateaux, les Chinois sont passés devant. Donc ça veut dire qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale. Donc il y a deux options. C'est, numéro 1, il y a la guerre. Qui va gagner, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les Américains, ça fait 40 ans qu'ils s'entraînent pour ce moment. Parce que le deal, dès le début, c'était, vous faites du business avec nous, mais le jour où vous ne voulez plus en faire, on vient vous casser la gueule. Donc, si tu veux, c'est ça aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Donc, les Américains ont intérêt, eux, à aller casser la gueule aux Chinois, si les Chinois ne veulent pas travailler pour eux. Donc, la grande... on est, si tu veux, si les Chinois ne sont pas capables de faire machine arrière sur cette pensée de vouloir s'émanciper, de toute façon, on va vers la Troisième Guerre. On voit tout à fait de toute façon qu'il y a une tension dans tous les sens, et des embargos à chaque fois, un pays qui réplique à l'autre, etc. Ils sont censés être globalement partenaires, mais ils essayent quand même toujours de tirer un peu la couette de leur côté, quoi. Alors maintenant, imaginons une guerre mondiale, c'est toujours fait par un concours de monnaie. C'est toujours des monnaies, l'une par rapport à l'autre.
Et parce qu'en fait, on s'endette dans sa monnaie, on fait ce qu'on appelle l'économie de guerre. L'économie de guerre, ça veut dire on s'endette, hein. On va emprunter, on va financer par l'inflation. Oui, c'est quelle monnaie se dévaluera moins vite que l'autre, en Exactement, quelque sorte. exactement. Quelle monnaie se dévaluera le moins vite que l'autre. Et là, on est dans une course des monnaies. Alors, comment ça peut prévenir la Troisième Guerre mondiale? Parce que quand on fait, pour éviter cette escalade, il faut utiliser la même monnaie. Jusqu'à présent, ils utilisaient la même monnaie, ils utilisaient le dollar, jusqu'à présent, en contrepartie, comme ils achetaient des obligations américaines. Aujourd'hui, ils utilisent deux monnaies différentes, donc potentielle guerre. Donc, est-ce que s'il y avait le Bitcoin qui montait très fortement, comme ce sont des comptes en banque dans le cyberspace, comme on ne peut pas contrôler son utilisation, comme on ne peut pas empêcher des Chinois au fin fond de la campagne d'utiliser du Bitcoin, ça viendrait faire s'effondrer la monnaie locale, ça viendrait faire s'effondrer le dollar, et en fait, au final, on se retrouvait avec une monnaie mondiale. Oui, ça mettrait un peu tout le monde sur un pied d'égalité, de par le côté inféodé de la monnaie. Quoi. Comme de l'or, comme des pièces d'or. Et on reviendrait, en fait, il y aurait une perte de confiance dans la monnaie. Ça pourrait faire éviter la Troisième Guerre mondiale. Donc là, évidemment, le Bitcoin monte à plusieurs millions, mais c'est, d'un point de vue de la logique, c'est faisable. C'est faisable. C'est que si les gouvernements n'attirent plus la confiance, et que la confiance va sur le Bitcoin, ça pourrait éviter la Troisième Guerre mondiale. Donc il y a quand même une proposition de valeur qui est vachement intéressante. Hein. Ça sert que d'avoir des intérêts. Ça sert dans les pays pauvres, oui. Ça sert économiquement pour les mecs les plus grands économistes du monde comme Milton Friedman, et ça sert potentiellement à éviter la Troisième Guerre mondiale. Alors les gens qui disent le Bitcoin ça sert à rien, tu peux pas le manger, je leur réponds, tu crois que tes euros ils servent à quelque chose? Les euros ils font quoi? Ils financent quoi? Le pass culture, des allocations, des RSA, des choses comme ça. Ça sert à rien non plus au final. Donc bon voilà, alors ça c'était la question à quoi ça sert. Moi c'est ça qui me fascine. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'un actif qui à la base part de rien, avec peut-être 500, 600 utilisateurs, fédère autant et a une vocation du coup, donc le côté effectivement supply limité fait que plus un nombre de personnes grand adhèrent au projet, plus le nombre de bitcoins est divisé entre une population grandissante, et donc naturellement la supply se limitant petit à petit, la valeur du bitcoin intrinsèquement augmente. Après, comment cette magie elle opère quoi? C'est un petit peu ça quoi. Et tu sais, en finance, il existe plusieurs modèles de valorisation. Le premier que tu connais, c'est celui quand tu achètes un business ou quand tu achètes une maison. C'est que tu regardes les transactions qu'il y a eu avant toi. Donc combien se sont vendues les baraques à peu près pareilles dans le même secteur? Combien se sont vendues les boîtes à peu près pareilles dans le même secteur? Donc en fait, tu regardes, pour les boîtes, tu regardes le passé. Quoi. Tu regardes les transactions qui existent et tu regardes éventuellement, tu vas les comparer par rapport à des performances passées. Quoi. Donc en fait, soit tu regardes le passé pour valoriser une entreprise, soit tu regardes le futur. Et là, ce que tu peux faire, c'est que je projette le futur. Et en projetant le futur, je pense que cette boîte va faire ça. Donc c'est des hypothèses de rentabilité qui font que je pense que ça peut valoir telle valeur. Ok. Donc, et le troisième point, c'est le stock to flow. Stock to flow, c'est plutôt pour les matières premières. Et pour les matières premières, on va utiliser en fait une méthode de valorisation qui est basée sur la quantité qui va être extraite chaque année par rapport au flux total qui est en circulation. Au stock total qui est en circulation. Donc oui, pour ceux effectivement qui ne voient pas le concept, stock to flow pour les non bilingues ou non avertis, en gros, c'est la quantité d'actifs créés, la quantité disponible créée supplémentaire. C'est le flux, voilà, chaque année qui est rajouté par rapport à l'existant. Donc ça, c'est utilisé notamment pour tout ce qui est les matières premières. Oui. Et tu as un autre truc qui peut être utilisé, c'est l'effet réseau. En fait, tu as un autre truc de valorisation qu'on peut appliquer pour le Bitcoin, c'est l'effet réseau. Et l'effet réseau, c'est plus tu as de personnes qui font partie d'un réseau, plus d'autres personnes ont intérêt à faire partie du même réseau. Si les gens sont sur Facebook, tout le monde a intérêt à être sur Facebook et pas sur les autres réseaux. Si quelqu'un est sur Bitcoin, tout le monde a intérêt à utiliser Bitcoin et pas les autres réseaux. Et donc là, ça devient intéressant, parce que quand on regarde aujourd'hui en nombre d'utilisateurs, le Bitcoin, c'est numéro 1. C'est 60% de toute la crypto, en termes de valorisation. En termes de... Oui, c'était le premier aussi, c'est un peu le précurseur, c'est lui qui donne une certaine légitimité aux suivants aussi. Mais l'effet réseau, c'est vachement important.
Et c'est pour ça que d'ailleurs. Oui, mais quand comme pour tout, c'est pour ça que les valorisations, par exemple, ne serait-ce que de très grosses boîtes qui font pas forcément de cash, c'est pour ça que des gens achètent des actions de grosses boîtes qui ne sont pas rentables. Tu achètes une base client pour la possibilité, enfin l'expectation que tu as de te dire, cette base client, il y aura une monétisation par exemple possible sur telle chose. L'entreprise ne sera pas déficitaire ad vitam aeternam. Juste sur l'effet réseau, en fait. Quand on regarde pour le Bitcoin, l'effet réseau, il a eu un impact vachement important. En fait, tu te souviens des Winklevoss Brothers, les frères Winklevoss, ceux qui étaient à l'origine de Facebook, les investisseurs initiaux de Facebook, à côté de Zuckerberg. Oui, les fameux sportifs. Ouais. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps, justement, effectivement. Oui, ces gars-là, ils ont fait carrière dans l'effet réseau. Ils étaient dans Facebook. Ça a été les premiers qui se sont convertis au Bitcoin. Parce que eux, tout de suite, ils se sont dit, mais c'est la même chose qu'avec Facebook. Ce qui fait la valeur de Bitcoin, c'est son effet réseau. Et ça peut être aussi une méthode de valorisation. Alors eux, c'est des spécialistes dans ce truc-là. Bon. Oui, ça peut être un côté visionnaire ou un côté gros coup de chance, parce qu'effectivement, l'effet réseau sur, par exemple, une site crypto ou un shitcoin quelconque, je peux très bien dire, il y aura un effet réseau, mais il pourra être très limité, ou en tout cas, ça pourra faire très vite une bulle, quoi. Ouais. Mais le fait que ce soit aussi le premier lui donne une légitimité. Le premier, le côté, effectivement, on n'en a pas encore parlé, mais le côté, je pense qu'on va l'aborder aussi un petit peu derrière, qui est le fameux créateur, en quelque sorte, pour toi, du Bitcoin, mais le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles, qu'il y ait cette zone de brume quelque part, ça arrange un petit peu tout le monde, et pour le storytelling, c'est quelque chose qui est assez vendeur, en quelque sorte. Ouais. Mais pour la question du prix, sur qu'est-ce qui détermine son prix, moi je dirais numéro 1, évidemment, c'est l'offre et c'est la demande, comme sur tous les marchés. Donc, si tu veux comprendre le prix du Bitcoin, tu vas devoir te poser la question de l'offre et de la demande. Tu vas pouvoir prendre un papier, un crayon et te dire c'est qui les acheteurs, c'est qui les vendeurs. Mais en termes de valorisation, les modèles qui s'appliquent, pour moi, qui sont ceux à retenir, c'est l'effet réseau et l'effet stock to flow. Et donc, si moi, il faut que je te dise ma pensée sur le mécanisme à appliquer pour valoriser le prix du Bitcoin, il faut se poser la question de l'offre et de la demande en détail. Et alors, c'est quoi l'offre et c'est quoi la demande? L'offre, qui est acheteur de Bitcoin et qui est vendeur de Bitcoin? Les acheteurs de Bitcoin, c'est qui, Bertrand? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui, c'est partout dans le monde, en tout cas, déjà. Oui, mais c'est surtout, jusqu'à maintenant, ça a été des particuliers. Ça n'a pas été des entreprises, ça n'a pas été des fonds d'investissement. C'est tout récent, ça fait 1 an ou 2. Mais jusqu'à présent, c'était des gens qui étaient des particuliers. Des particuliers, et ces particuliers-là, ils avaient une confiance aveugle dans le projet, c'était souvent des maximalistes, ou alors c'était des geeks. Mais ce n'était pas des gens qui essayaient de se faire un billet rapidement. C'était des gens qui disaient, je mets 20 balles, et puis je vendrai dans 20 ans. C'était des gens comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait une armée de gens qui achètent, mais qui ne veulent pas vendre. Personne n'est vendeur. Le fameux je pose tout à un endroit, j'attends, et on verra dans 20 ans. C'est ça. Inch'Allah. Donc en fait, qu'est-ce que ça te fait? Oui, il y a ce côté-là, c'est mettre une somme dérisoire. Donc c'est qui les vendeurs? C'est qui les vendeurs? En tout cas, sur le supply des 100%, il y a une énorme partie des personnes qui ont vocation à garder leur position. C'est ça. Et qui sont les vendeurs là? Les vendeurs aujourd'hui, c'est les mineurs. C'est les mineurs de Bitcoin. Et les mineurs de Bitcoin, c'est les seuls qui vendent parce qu'eux, ils ont leur facture d'électricité à payer à la fin du mois. Et les mineurs de Bitcoin, ce sont des industriels. Et c'est pour ça que pour comprendre la valeur du Bitcoin, il faut se poser la question de comment fonctionne un business model industriel. Alors moi, j'ai fait une école de commerce, je fais une spécialisation en finance. Je n'avais jamais compris, avant de travailler dans l'industrie, maintenant ça fait 7 ans que j'ai rebifurqué dans l'industrie, comment fonctionne l'industrie. Mais l'industrie, c'est un monde d'enfants. C'est un monde où on ne se pose pas la question de savoir quel est son client, on se pose très peu la question de... En fait, évidemment, ça dépend du business dans l'industrie, mais en fait, la notion de compétitivité dans l'industrie est primordiale. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des coûts de production qui sont les plus faibles possibles. Voilà. Et une marge capée, à partir de laquelle on considère qu'on est OK de vendre certains produits. Donc en fait, il faut comprendre le business model des mineurs de Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les vendeurs. Et alors, c'est quoi le business model d'un mineur de Bitcoin? C'est pas de la spécule. D'après ce qu'on vient de dire, on n'est pas sur de la spéculation. Un mineur de Bitcoin, c'est très simple. Il a ses frais fixes, ses machines, il a ses frais variables, son électricité et son personnel, en gros.
Encore, c'est du frais fixe, une grosse partie, c'est du frais fixe. Donc en Oui, fait, tu pourrais c'est le dans coût de une l'électricité. catégorie, tu es sur Ouais. des coûts, tu n'as pas d'investissement plus que ça. Enfin, Bah, tu tu peux en mets avoir, les tu as des investissements. politiques d'investissement, mais que tu lises sur l'année, et donc du coup, Mais- quelque part. Que ta machine, en fait, quand ta machine tourne, le seul truc que ça va te consommer, c'est de l'électricité, quoi. Et du coup, en fait, tout est de l'énergie. Donc c'est très simple, en fait. Le bidder de Bitcoin, il se pose la question tous les matins, est-ce que, avec les machines, le parc que j'ai actuellement, Est-ce que j'allume est-ce que je suis rentable ou est-ce que je suis pas rentable? Si je suis rentable au prix de l'électricité auquel j'ai et puis au prix du Bitcoin, j'allume ma machine. Quand j'allume ma machine, j'augmente le hash rate. Quand j'augmente le hash rate, j'augmente la difficulté. Quand j'augmente la difficulté, je diminue ma le reward, reward potentiel. ma récompense. Quand tu diminues le reward potentiel, pour rester rentable, il faut que le prix monte. Donc en fait, on est sur un business qui est intrinsèquement lié au coût de revient, au business model, au cost breakdown du mineur de Bitcoin. Et au fait, quand on se pose cette question-là, on comprend tout. Oui, après, par contre, coût qui est très difficile à évaluer exactement. Tu vas pas À l'évaluer l'instant T, exactement. c'est pas très transparent. Mais on s'en justement, c'est fout. ce que je veux en dire, fait. c'est que. Parce que c'est quoi les grands coûts en fait d'un mineur de Bitcoin? C'est le halving. Parce qu'en fait, le mineur de Bitcoin, plus il a le reward va être divisé par deux. Il va être divisé par deux. Oui, à tous les hash rate 4 ans. égal, il générera 2 fois moins de bitcoin Exactement. tous les 4 ou 5. Je ne sais plus comment c'est les halvings. Tous les 4 ans. ou 5. Tous les 4 ans, il générera un nombre de bitcoin divisé par 2. C'est ça. Sa récompense sera divisée par 2. Donc lui, sur un principe tout à fait logique, on aurait tendance à se dire que tous les 4 ans, le prix du bitcoin double. Enfin, il y a des effets de cycle, etc. Mais ça aurait vocation à doubler normalement tous les 4 ans. En fait, le Si mineur le de coût de Bitcoin prod va être appelé à débrancher. Si le coût de prod monte pas, enfin, je veux dire, comme le reward est divisé par deux, il va se retrouver du jour au lendemain non rentable. Comme il se retrouve non rentable, il va débrancher sa machine. Quand il débranche sa machine, la difficulté s'allège. Du coup, la probabilité d'obtenir un Bitcoin va être augmentée pour les restants, pour ceux qui restent et qui sont rentables. Et du coup, ça va, comment dire, ceux qui sont rentables vont rester. Et puis, naturellement, en fait, ça va alléger le. En termes de sécurité du protocole, ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que tu 100 mineurs ou 5 mineurs, dans tous les cas, tu vas avoir un bloc qui va être créé tous les 10 minutes. Et dans tous les cas, ton bloc viendra renforcer la sécurité. Donc en fait, pour la sécurité elle-même, ça n'a pas d'impact pour la sécurité des. Sur le coût de revient, on a donc un cycle naturel de Bitcoin qui est de 4 ans. Ce cycle, il est lié au halving qui est dans le protocole du Bitcoin tous les 4 ans. Et pourquoi ça a un impact? Ça a un impact parce que ça a un impact sur les mineurs. Et les mineurs, c'est le business model du mineur va impacter le prix de vente. En fait, le mineur, il est très simple. Si c'est après avoir eu le halving, si son coût de revient, il passe de 60 000 $ à 120 000 $, il va mettre des ordres de vente à 120 000 $. Il dit, moi je débranche, tant que c'est pas à 120 000, je branche, ou alors il va mettre des ordres de vente, moi je vends que à 120 000, parce que j'ai mes coûts d'électricité qui sont là, et en dessous je suis pas vendeur. Comme dans l'industrie. L'industrie c'est... Mais est-ce que plus le temps plus ta marge. Mais par contre, est-ce que par exemple, plus le temps avance et plus, vu que l'apport des mineurs est faible au fur et à mesure du temps, dans la mesure où ils génèrent de moins en moins de bitcoin, au fur et à mesure des halvings? Ouais, non, parce qu'en fait... Est-ce que par exemple, ils n'ont pas de moins en moins d'impact sur le prix si tu enlèves l'aspect que les gens qui ont acheté gardent leur monnaie? Alors oui, tu as raison. Mais si tu pars du principe que la masse en circulation, il représenterait de moins en moins. Mais le trading, c'est pas la masse en circulation. Mais effectivement, le trading, c'est la très intéressant. vente Ce serait marginale. très intéressant, je pense, de savoir C'est ta vente quel marginale. Qui sont les vendeurs. Savoir effectivement cette info. Savoir quel est le pourcentage réel du nombre de bitcoin actuels qui sont vendus. Qui est en swing trading ou en vraiment sur des gens qui ont, ne serait-ce que sur une période de 6 mois, qui gardent ça de moins de 6 mois par exemple. Donc je pense qu'il y a des stats. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur tous les bitcoins qui sont vendus, qui sont tradés, combien sont des mineurs? Combien des vendeurs sont les mineurs? Et je pense que les mineurs aujourd'hui sont quand même malgré tout une grosse partie des vendeurs. Oui, parce qu'il y a une notion de stock aussi, effectivement, qu'ils ne vendent pas forcément 100% de leur prod,
leur but c'est aussi de se sécuriser un petit peu sur l'avenir, donc Non, ils vendent à une marge acceptable en quelque Oui, sorte. mais ils vendent leur prod. Leur business model, c'est de prendre un prix fixe. Oui, ils préfèrent effectivement prendre tout de suite plutôt que de spéculer sur l'avenir, sur un plus, sur un moins. Ils Exactement. connaissent globalement les cycles, ils savent qu'on peut passer, ne serait-ce qu'il y a, comme il y a 3 ans, on est passé d'un coup d'un bitcoin à 69 000 $ à un bitcoin, je crois qu'on a dû taper entre 15 et 18 à un moment sur le bas Tout à fait. du bear market. Mm. Et effectivement, quoi, le mineur était pas bien. Quoi. À ce moment-là, il y avait plusieurs mineurs, d'ailleurs beaucoup qui avaient justement débranché leur machine parce que pas rentable du tout, parce que les coûts de prod étaient supérieurs à 18 000 $ pour avoir assez de bitcoin, c'était nettement, on était sur des coûts nettement supérieurs. Quoi. Et ouais. Donc moi je pense que ce qui est clé c'est le business model des mineurs, c'est ça qui fixe le prix. Et dans le rapport offre-demande. Et voilà ce que je peux te dire sur le prix. Donc du coup, très important de se focaliser avec le stock to flow model pour tous ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment important à regarder. Et pour comprendre le cycle qu'il y a sur le Bitcoin. Ouais, on essaiera, de toute façon, on vous fera peut-être même une petite, s'il y a de la demande, on fera potentiellement une vidéo un petit peu plus poussée sur ce type parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et ne serait-ce que, on va dire, intellectuellement, c'est ultra intéressant. Quoi. Enfin, Ouais, nous, en tout cas, on trouve après. On est peut-être les seuls, mais on commence à être 2-3, quoi. Plus les cycles avancent, plus on est nombreux à commencer à aimer les chiffres, à aimer tout ça, quoi. Donc alors ensuite, c'est quoi la question ? La question, c'est qui est-ce qui a inventé ça ? C'est qui ce Satoshi Nakamoto ? Qu'est-ce qui a inventé ça ? Qu'est-ce qui a inventé ça ? Alors, en fonction des théories, quoi. On va peut-être commencer par la version officielle, je pense, Rémi, histoire de rester sur quelque chose de plausible et d'acceptable en termes de mentalité pour le plus grand nombre. Alors, la version officielle, et après, on pourra dériver sur. Je pense que tu la connais mieux que moi, la version officielle. Parce que moi, si tu veux, première bouchée, j'ai pas réussi à l'avaler, quoi. Ouais, la version officielle, on est un petit peu sur du Disney, quoi. On n'est pas sur la princesse réponse, mais on est sur quelque chose effectivement, l'inventeur au grand cœur qui s'est dit qu'il y avait des problèmes dans le monde et qui a souhaité créer donc le Bitcoin, une monnaie qui soit vraiment inféodée et à la fois pour tout le monde en même temps. Et donc c'est un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Ce serait Satoshi Nakamoto, donc sur le principe japonais. D'après mes longues études en japonais, je dirais qu'effectivement on serait là-dessus. Et donc cette personne aurait quelque part remis au monde de manière gracieuse et préminé environ 1 million de bitcoins, je crois, de mémoire, histoire de lancer un petit peu le process, donc miner 1 million lui-même avant de disparaître dans la nature. Et donc depuis, effectivement, le portefeuille sur lequel cette personne, ou cette entité, ou qu'importe, a miné ces bitcoins, ce portefeuille est inactif, donc sur le principe on pourrait très bien considérer que le maximum supply de bitcoin serait plutôt aux alentours de 20 millions plutôt que 21 millions. Et donc voilà, on serait sur un cadeau pour le monde avec derrière une fin pour Satoshi Nakamoto qui soit une personne vraiment un amour, une personne qui vraiment fait ça pour le monde et laisser ça comme cadeau sans jamais préciser qui il était. Enfin, vraiment, on serait sur une personne qui serait vraiment d'un ordre autre, quoi, en termes de... ce qui a un sens, ce qui aurait beaucoup plus un sens, c'est que ce soit une création de la CIA ou de la NSA. Parce qu'en fait, quand on regarde... la petite disclaimer, on est sur nos idées, ça c'est mon idée. Vous voyez un petit triangle, un œil au milieu, et c'est la minute complotiste. C'est la minute complotiste. Bertrand Musique. Alors, attendez, bougez pas, musique, la minute complotiste. Bon, alors, minute complotiste. Non, mais alors, les Américains, ça fait 30 ans, 40 ans, qui s'attendent à avoir une guerre contre la Chine. Ils rêveraient de pouvoir faire en sorte que, si tu veux, les gens perdent confiance dans la monnaie chinoise. Bah oui, parce que si de par une peur que le yuan surpasse le dollar, quoi. Donc, Et donc les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut écouter ce que dit Pierre Jovanovic sur tout ce qui était la lutte des USA contre l'or. Parce qu'historiquement, la monnaie mondiale, c'était l'or. Et les USA ont passé énormément de temps et d'argent à faire du lobbying dans tous les pays du monde pour empêcher d'acheter des pièces d'or. Aujourd'hui, si tu veux acheter une pièce d'or, tu as 10% de taxes à l'entrée et 10% de taxes à la revente. Donc en fait, ce n'est pas... déjà tu perds du fric.
Donc en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les gens n'utilisent plus d'or. Parce qu'ils savent très bien que c'est leur concurrent. C'est leur concurrent numéro 1. L'autre concurrent numéro 2, c'est le yuan. Donc si tu veux, le yuan est un danger qui peut potentiellement venir concurrencer le dollar, il faut être capable de créer une monnaie qui soit contrôlée par personne, qui soit à peu près comme l'or, mais qu'on puisse quand même contrôler de l'intérieur, en quelque sorte. Du moins, on puisse jouer, si tu veux, sur la faire monter d'un côté et précipiter la chute du dollar de manière contrôlée, de manière à apporter une solution à un problème qui va se poser, quoi. Et dire c'est la seule et unique solution. Quand on regarde les algorithmes qui sont derrière le Bitcoin, ce sont les algorithmes de la NSA. Le SHA-256, c'est un algorithme de la NSA. Le SHA-3, tous les algorithmes de SHA sont des algorithmes de la NSA. Le boulot de la NSA, c'est de mettre des backdoors dans des algorithmes. C'est pas de faire des algorithmes gratuits et de les donner au monde entier. Ils sont pas bénévoles, les mecs. C'est de mettre des backdoors dans des programmes informatiques pour pouvoir espionner tout le monde. Et les mettre même dans les puces électroniques. C'est pour ça qu'il y a des gros sujets avec les puces de nouvelle génération à Taïwan, la centralisation, tout ça. Donc il y a aujourd'hui une guerre qui est une guerre potentiellement informatique, économique. Il faut mettre des backdoors. On ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui ne soient pas cryptées. Sinon, c'est la porte ouverte. Oui, on n'est pas sur des open source volontaires. Mais exactement. Donc qu'est-ce qui serait le plus logique? Ce qui serait le plus logique, c'est que c'est une création de la NSA. D'ailleurs, quand on regarde, il y a tout qui pense à quoi. Quand on regarde les développements... Pourquoi il s'appelle Nakamoto? Ah oui, c'est vrai. Parlons-en d'ailleurs, le nom. Naka. Donc il faudrait qu'on mette les signes chinois. Quand on regarde les 3 symboles qui font le nom Nagamoto, Satoshi. Donc c'est les 3 symboles en signe chinois qui donnent le nom du créateur. Naga, ça veut dire c'est le centre. C'est le centre, c'est le milieu. Oui, tout à fait. Donc Moto, ça veut dire le livre. Et ça veut dire ce qui est original. Donc c'est le ledger, c'est le livre original. Donc c'est le central ledger. Et Satoshi, ça veut dire c'est tout ce qui est l'intelligence et l'accès à la bonne décision. Donc si tu veux, quand on regarde les symboles, et ça nous fait penser au Bitcoin tout de suite, on est sur un ledger centralisé de la bonne décision, de la bonne intelligence, quoi. Moi, ça me fait penser clairement à la CIA, quoi. C'est un petit peu comme si c'était le Central Intelligence Book. Oui, non, mais on est d'accord. J'ai pas besoin d'aller très très loin en japonais pour voir qu'effectivement, Naka, c'est à l'intérieur. Et Moto, c'est Hon, c'est le livre. Et effectivement, on est à l'intérieur de tout ça. Conceptuellement, je trouve que le nom, en fait, il y a effectivement un jeu de mots dans tous les cas. Ouais. On se doute bien que ce ne sera pas le prénom ou le machin du ou des créateurs. Mais... Donc il est très possible que les USA aient créé ce truc-là. Alors, pas uniquement sur la traduction du nom, mais quand on regarde aujourd'hui les pays qui luttent contre le Bitcoin et les pays qui ne luttent pas contre le Bitcoin. Les USA ont validé les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum. Tu peux en acheter comme tu veux en dollars, tu peux en acheter comme tu veux en euros. Tous les pays amis des USA, on peut acheter du Bitcoin. Par contre, dès qu'on est en Chine, ah bah non, c'est interdit. Le minage a été interdit, après ils l'ont remis, mais c'est interdit d'utiliser du Bitcoin. Quand on est en Russie, ah bah non, c'est interdit d'utiliser du Bitcoin. Quand on est en Iran, ah bah non, c'est interdit d'utiliser du Bitcoin. Quand on est en Corée du Nord, c'est interdit d'utiliser du Bitcoin. Donc en fait, on voit très bien qu'il y a une frontière qui s'est démarquée entre les blocs occidentaux et les blocs des BRICS. Et les blocs des BRICS sont contre le Bitcoin et les blocs occidentaux sont pro-Bitcoin. Donc ça sert l'Occident. Si ça sert l'Occident. Oui, et ça donne envie du coup aux gens des BRICS de aussi effectivement se couvrir en quelque sorte s'ils n'ont pas confiance dans leur propre régime. Exactement. En achetant justement cette fameuse, et donc en quelque part en envoyant leurs économies, et donc leurs économies aux autres pays. En l'occurrence, par exemple, soit aux États-Unis, soit à n'importe, mais tout simplement, ne serait-ce que, même qu'importe où ça va, ça ne va pas dans leur pays. Donc c'est-à-dire que on prend 100, on enlève 5, et ben on enlève 5, ça part ailleurs. Et ça va dans un autre indicateur. Donc ça, c'est bon, ça peut être une piste de réflexion. Il y en a d'autres. Je pense notamment au livre de Digital Fortress de Dan Brown, qui a été écrit dans les années 98-2000 de mémoire, mais qui montre bien qu'en fait, dans la période des années 90, il y avait déjà des gens dans la NSA qui savaient que ça allait arriver. C'est-à-dire Dan Brown, donc c'est le mec qui a écrit le Da Vinci Code, c'est un auteur de fiction, mais il s'est inspiré, il a été en contact avec des gens qui travaillaient à la CIA, ou à la NSA, pardon, pour écrire son bouquin qui s'appelle Digital Fortress. Et Digital Fortress, bouquin qui est écrit dans les années 2000,
des mecs, cette fiction se passe dans les locaux de la NSA, et dans les locaux de la NSA, d'un coup, ils trouvent leur boulot, c'est de craquer des codes, et d'habitude, il leur faut moins de 10 minutes pour craquer tous les codes sur qu'ils rencontrent. Ils ont des grosses fermes d'ordinateurs, ils peuvent craquer n'importe quoi en moins de 10 minutes. Et d'un coup, ils tombent sur un code incraquable. Et ça fait 24 heures que ça tourne et ils n'ont toujours pas réussi à le craquer. Et en fait, ils se rendent compte que le code devient de plus en plus se complexifie au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement le Bitcoin. En fait, l'intrigue, c'est il annonce ce bouquin, cette fiction, donc, qui a été écrit avec des sources qui étaient dans la NSA, qui ont informé cet auteur, mais qu'il y avait déjà des travaux là-dessus, sur des codes qui viendraient se rajouter de plus en plus, la blockchain en fait, l'équivalent de la blockchain. Oui. Et du coup, augmenter la difficulté de ton protocole pour globalement ne pas te faire avoir par, en fait, augmenter plus vite que tes technologies internes de décryptage augmentent pour pouvoir. En quelque sorte, c'est une course vraiment entre ta capacité à craquer quelque chose de par ta puissance informatique que tu pourrais générer, parce que maintenant les puces sont de plus en plus puissantes, etc. Et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à craquer ce fameux algorithme, quoi. Ouais. Même si effectivement on a les prémices des ordinateurs quantiques, des choses comme ça, ils n'arrivent toujours pas quand même à... Donc ça nous montre bien que, et toute la scène, toute l'intrigue de ce film, de ce livre, se passe dans les locaux de la NSA. La NSA, donc, le boulot, c'est de craquer les codes. C'est des mathématiciens qui bossent là-bas, et ce sont des mathématiciens d'exception. Ce sont des autistes, certainement. J'en sais rien, j'en connais pas qui bossent là-bas, mais typiquement... J'aimerais bien. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. J'ai rencontré un mec une fois qui avait, il a fait Polytechnique, et il bossait dans les codes, comme ça. Il bossait pas pour la NSA, mais il bossait dans les labos de recherche, qui faisait de la recherche fondamentale dans le craquage de code, quoi. Non, mais du coup, je pense que si vraiment quelqu'un de la NSA regarde, il faut nous contacter. Hein. On a vraiment envie de savoir beaucoup de choses. On a plein de questions. Pareil, un petit pas stagiaire, on peut visiter. Donc ça c'était un des points, une piste aussi de réflexion donc, qu'il a inventé. Une autre piste de réflexion, c'est The Economist. Economist, le magazine anglais, qui publie du coup une photo, donc on est en 1988, une photo, un dessin de dollars qui brûle, et en fait de ces dollars naissent un phénix qui a la gueule de l'aigle américain, et en fait ce phénix il a autour du cou une chaîne avec une pièce d'or, et il y a marqué 1010 Phoenix. Il y a la lettre Phi comme dans Phoenix, qui est la 21e lettre de l'alphabet grec, et tu as marqué 2018. Et en 2018, c'était les 10 ans du Bitcoin, donc les 10, et c'était au mois d'octobre, je crois, qu'a été créé le Bitcoin. Donc on a fêté les 10 ans en 2018, c'était le début, il y a eu un bull run ensuite en 2018, et c'était... non, pardon, c'était pas en 2018, c'était en 2017, et après, il y en a eu un autre, on était dans la période... Oui, il y a eu un gros trou, c'est la période... c'est la période ça n'a pas rien allé pour ceux qui avaient tout mis sur le haut du site précédent. Et il y a marqué « Get ready for world currency ». Et le world currency, pour moi, c'est le dollar qui brûle, les haches, les cendres. Surtout avec le fait qu'effectivement, le world currency, avant, c'était le dollar, sur le principe. Bah oui, c'était le dollar. Et du coup, ce qui vient remplacer le dollar, c'est quelque chose qui va faire cramer des dollars. Et il y aura des haches comme dans Hashrate. Et on est... Je trouve ça. Et l'interprétation que tu as du truc qu'il a sur la tête, ce petit aigle, cette sorte de fleur de lys. Je sais pas, c'est une fleur de lys. Est-ce qu'on n'est pas sur une fleur de lys, genre la royauté, la couronne, le gouvernement américain, le côté royauté en plus Je sais pas du tout, mais il doit y avoir une signification. Voilà, on a encore une fois rejoint la minute complotiste sans le vouloir, mais... Ouais, non mais c'est intéressant. Je pense que, voilà, donc sur The Economist aussi, il y a quelque chose qui peut nous faire penser au Bitcoin. Le rêve de Milton Friedman, ces grands magazines, et Milton Friedman très proche des Rothschild qui possèdent ce journal, qui dans la même période, il y a des idées qui commencent à apparaître, avec l'arrivée d'Internet, on va pouvoir avoir des monnaies en ligne, on va pouvoir faire du commerce différemment. Oui, s'affranchir des banques, même pour certains qui ne croient pas du tout au système bancaire. Ouais. Et puis même, pour terminer, juste aussi sur la minute complotiste, mais peut-être l'implication des États-Unis dans la création de Bitcoin, ça a été le bouquin qu'a fait Jason Lowery. Du coup, c'était sa thèse de recherche au MIT, qui lui s'est penché sur le Bitcoin comme arme. Il explique que le monde est divisé,
que le monde est décentralisé. En fait, il dit regardez la Terre vue du ciel. En fait, quand on regarde la Terre vue du ciel, on ne voit pas les frontières. Et pourtant, il y a des pouvoirs il y a différents pays qui ont du pouvoir sur la Terre. Et la Terre n'est pas unie et elle est décentralisée par des rapports de force. Donc il y a les États-Unis d'un côté, il y a la Chine de l'autre, il y a l'Europe. Mais personne n'a obtenu, en fait, jamais personne n'a réussi à obtenir un pouvoir mondial. Le pouvoir a toujours été décentralisé, et un petit peu c'est le point d'équilibre du monde. Donc c'est normal que la monnaie soit aussi décentralisée et tout ça. Et donc lui, il explique en fait que c'est toujours des rapports de force. En fait, quand on fait une attaque, tu dois toujours avoir un risk to reward ratio, tu vois, qui doit s'appliquer, le benefit of attack par rapport au risk of attack, tu vois. Et en fait, ton bénéfice d'attaque, ça va dans la nature, ça se fait à tous les niveaux, au niveau d'un animal, pour un terrain, pour un territoire qu'il essaie de contrôler, au niveau d'une bactérie qui veut se propager dans un liquide, et puis au niveau des pays, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour être sur un état d'équilibre, il faut qu'il n'y ait pas d'intérêt à aller envahir l'ennemi. Il faut que le coût d'attaque soit supérieur au bénéfice de l'attaque. Et en fait, il part du principe que c'est ça le Bitcoin, c'est qu'en fait, comme tu as une dépense d'énergie extrême pour sécuriser le réseau, c'est un mur en fait, et donc qui vient augmenter ton coût que tu peux imposer à l'attaquant. Quelqu'un qui veut attaquer le réseau Bitcoin, il faut qu'il ait 50% du hash rate du réseau Bitcoin. Il faut qu'il arrive avec des ordinateurs monstrueux. Il faut qu'il consomme, la consommation électrique de l'Irlande. C'est-à-dire que si tu n'as pas des centrales nucléaires suffisantes pour craquer le réseau Bitcoin, tu ne peux pas craquer le réseau Bitcoin. Donc lui, il a fait toute une thèse là-dessus au MIT. Il a écrit un bouquin qui est vraiment très intéressant. Et jusqu'au point où les USA lui ont dit, dans le cadre de son rapport hiérarchique, Ils lui ont rappelé, comme il était militaire, ils lui ont rappelé de ne pas évoquer des sujets qui pourraient être considérés comme top secret ou comme secret défense. Et du coup, il a reçu des ordres d'arrêter de parler de ça, mais sa thèse est toujours qu'on peut toujours trouver et qui nous laisse aussi penser, si tu veux, que les États-Unis sont peut-être impliqués dans la création, ou en tout cas, ils ont un rôle à jouer et ils s'y intéressent en très haut lieu. Parmi les chercheurs du MIT qui bossent pour le département de la défense, notamment, lui, il est dans la défense spatiale, la nouvelle division spatiale qu'ils ont créée il n'y a pas longtemps. Moi, je pense que il y a des pistes de réflexion qu'on vous a données au cours de cette interview, qui peuvent vous permettre un petit peu de se poser la question de qui a créé le Bitcoin de manière un petit peu différente à peut-être ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux. Et puis de manière générale, sur la pensée, sur à quoi ça sert, qu'est-ce qui détermine son prix. Je pense qu'il y a peu de personnes qui en parlent. Le stock to flow, oui, il y a plein de billes qui en parlent, ça c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin c'est intéressant aussi de le résumer de manière simple. Bertrand, franchement, merci pour cette discussion, ça a été un peu long. On a abordé plein de sujets, on ira dans plus de détails sur MicroStrategy. Moi, j'ai pas d'autres points à aborder, je sais pas si tu as d'autres sujets. Non, écoute, moi je trouvais ça super intéressant. Je pense que c'est important de revenir sur la genèse pour comprendre effectivement vers où on va. Ça a toujours été comme ça, c'est important de comprendre le produit. N'hésitez pas à vous poser des questions, à vous documenter, c'est important. Il y a quand même des mines d'informations sur Internet, vérifier plusieurs sources, etc. Et voilà. En tout cas, si vous avez des questions, des choses comme ça, que ce soit sur cette interview en particulier ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde, faut voir avec lui. Moi, n'importe qui. N'hésitez pas à nous le faire savoir et on sera très très heureux d'essayer de partager avec vous en tout cas ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir. Merci Bertrand, ciao. Merci Rémi, salut.